Dans la suite du débat, la parole est à Madame Elisabeth Doineau pour le groupe UDI-UC. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'impact de l'amiante sur la santé des travailleurs est terrible. 3 000 décès sont recensés chaque année par l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante. À titre de comparaison, c'est 200 moins que les accidentés de la route. L'amiante est responsable de 9% des maladies professionnelles, mais de 76% des décès dus à une maladie professionnelle en 2011. La question de l'amiante est donc bien un scandale sanitaire des plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle et du début du XXIe siècle. N'oublions pas que la France a été l'un des plus importants importateurs d'amiante dans le monde. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé dès 1977 toutes les variétés d'amiante comme cancérigènes pour l'homme. Or, cette fibre a seulement été interdite dans notre pays en 1997, alors que le Danemark l'interdisait dès 1986, l'Allemagne et la Suisse dès 1990. Je ne relancerai pas la polémique sur les décisions prises alors. Cependant, il n'en demeure pas moins que c'est un lourd héritage. Nous devons dès lors nous mobiliser encore davantage. Comme l'indique si bien l'excellent rapport du comité de suivi présidé par Madame Archimbaud, il faut éviter qu'au drame de l'amiante, né de son interdiction tardive en 1997, s'ajoute un nouveau drame lié aux conditions de désamiantage. C'est pourquoi le Parlement s'est saisi de ce sujet. L'amiante est la preuve même de l'importance de l'action parlementaire dans notre pays, et en particulier de l'action sénatoriale. C'est sur un sujet tel que celui-ci que le pouvoir de contrôle du Parlement prend tout son sens. Pendant la campagne sénatoriale, combien d'articles n'avons-nous pas lus programmant la fin inévitable de la Haute Assemblée ou dénonçant son inaction et son inutilité? Le travail mené par le Sénat au sujet de l'amiante est à ce titre remarquable. Le 20 octobre 2005, une mission commune d'information du Sénat présentait, après plus de 70 auditions, son rapport sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante. Après avoir analysé les raisons du drame de l'amiante en France, 28 propositions ont été avancées pour répondre aux attentes des victimes et régler le problème de l'amiante. En février 2013, la Commission des affaires sociales a créé en son sein un comité de suivi de l'amiante afin de dresser un bilan de la mise en œuvre des propositions formulées en 2005. Son travail s'est achevé en juin dernier avec la publication de son rapport. Il en ressort que les propositions formulées en 2005 ont été majoritairement suivies, près de 17 sur 28, notamment pour la protection des travailleurs. Le comité a approfondi la réflexion sur 2 sujets. L'indemnisation des victimes d'une part, dont 7 des propositions du rapport de 2005 sur le sujet n'ont pas été appliquées, et les enjeux du désamiantage d'autre part. Aujourd'hui, nous pouvons cependant sans crainte affirmer que la réglementation française est d'un bon niveau au regard de la protection contre le risque de l'amiante. Elle s'articule sur 2 volets, la protection de la population relevant du Code de la santé publique et la protection des travailleurs inscrites dans le Code du travail. Cette protection, en 2 volets, rendue possible par les décrets du 3 juin 2011 et du 4 mai 2012, est relativement unique en Europe, parce que plus protectrice. En effet, les réglementations italiennes, allemandes, anglaises et espagnoles concernent principalement les travailleurs et l'environnement. Il n'existe pas dans ces pays une réglementation pour la population exposée comme en France. Enfin, je me félicite de l'importance qu'a jouée ma famille politique dans ce travail. Notre collègue Jean-Marie Vanlerenberghe s'est très tôt investi sur ce sujet difficile, et c'est naturellement qu'il a présidé la mission commune d'information formée en 2005, dont le travail fait référence encore aujourd'hui. Par ailleurs, dans la suite de cette politique, nous ne pouvons que saluer la formation en février 2013 du comité de suivi, dont les conclusions sont lourdes d'enseignements. J'en profite pour féliciter une nouvelle fois Madame Archimbaud pour l'excellence de ce rapport qui a le mérite d'exposer clairement le chemin parcouru, ainsi que les pistes à approfondir pour en finir avec le drame de l'amiante.
Si près des 2/3 des propositions de la mission commune d'information de 2005 ont été appliquées, je ne peux que noter que des lacunes ou défaillances persistent encore. 11 n'ont pas été mises en oeuvre, dont 7 relatives à l'indemnisation des victimes et son financement, et 4 relatives à la qualification des diagnostiqueurs et à la constitution de bases de données. Ainsi, 2 axes prioritaires se dégagent: la réparation en faveur des victimes d'une part et la prévention et l'identification de l'amiante d'autre part. Concernant l'indemnisation des victimes, les faibles avancées sont justifiées par le manque de moyens mis en oeuvre. Pourtant, les solutions sont connues, il ne reste qu'à les appliquer. Le rapport de 2005 préconisait de revaloriser le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Or, son montant ne progresse pas, il reste proche du SMIC. Dans l'un de ses derniers rapports, la Cour des comptes estimait que les graves difficultés liées au contentieux de l'indemnisation des victimes de l'amiante rendent nécessaire une harmonisation. Or, le Gouvernement demeure inactif. Selon une avocate s'exprimant dans Les Échos, les contentieux liés à l'amiante sont depuis longtemps un véritable laboratoire qui teste tout type de recours. Enfin, il s'agit de doter les fonds d'indemnisation d'un réel financement pérenne, d'un échéancier et d'un suivi régulier, dans une optique de bonne gestion des comptes publics. Or, 9 ans après, les propositions 10 et 11 de la mission commune, destinées à permettre un financement pérenne du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, sont restées lettres mortes. Il me semble pourtant nécessaire que la contribution de l'État dans la dotation du FIVA soit revalorisée de manière significative. Cet engagement doit se traduire dans le PLFSS. Le deuxième axe prioritaire que je souhaite évoquer dans ce débat est la question centrale de l'identification et de la prévention de l'amiante. Nous ne pouvons pas éradiquer les dangers de l'amiante tant que notre système de prévention et de repérage de cette fibre ne sera pas renforcé. L'identification et la prévention de l'amiante doivent se faire en 3 temps. Il est tout d'abord primordial de flécher des crédits vers la recherche et le développement. En ce qui concerne la détection amiante, une cartographie exhaustive est primordiale, notamment dans les établissements sanitaires, éducatifs, administratifs et médico-sociaux. Ensuite, sur les techniques de désamiantage, avec la mise en place d'une méthodologie d'aide à la décision et à l'acceptation des travaux. Et pour terminer, les études sur les mesures des fibres d'amiante. C'est la proposition numéro 7 du rapport du comité de suivi. Ensuite, l'accent doit être mis sur la qualification des diagnostiqueurs et la pertinence des contrôles. Comme l'indique le comité de suivi, la qualité du repérage et du diagnostic amiante est le point faible de la réglementation actuelle. Trop souvent, les diagnostiqueurs sont pointés du doigt car insuffisamment formés et contrôlés, mais également soumis à des normes peu exigeantes. Or, le diagnostic amiante est la pierre angulaire de la protection des populations face à l'amiante. Il s'agit donc d'être particulièrement vigilant sur ce point. Enfin, un contrôle plus rigoureux mené par les services de l'État compétents sur la réalisation des dossiers techniques amiante est nécessaire. Il s'agira en parallèle de sensibiliser les notaires et les entreprises pour obtenir et demander des DTA actualisés. Nous pourrions même étudier l'opportunité d'inscrire dans le Code du travail une obligation générale de repérage et de diagnostic de l'amiante avant travaux pour tous les donneurs d'ordre et les propriétaires. La création d'une base de données Internet permettrait in fine de rationaliser la collecte d'informations et d'aboutir à une cartographie précise. Ce dernier volet reprend les propositions 11, 14, 15 et 19 du comité de suivi. Face à l'inflation des normes, je salue la volonté du comité de suivi de ne pas alourdir le cadre actuel. La complexité organise malheureusement souvent le rejet ou le contournement des règles. Si notre réglementation au sujet de l'amiante s'est considérablement renforcée en moins de 20 ans, c'est notamment grâce à l'action volontariste du Sénat, qui a su mobiliser des hommes et des femmes de toutes tendances politiques au service d'un même but. Je suis fière d'avoir pu participer à ce débat qui, j'en suis sûre, permettra de faire émerger des solutions constructives et efficaces pour mieux indemniser les victimes de l'amiante et pour mieux appréhender le désamiantage. Je remercie la Commission des affaires sociales et le groupe écologiste d'avoir demandé la tenue de ce débat. Une grande cause mérite des financements exceptionnels.
C'est pourquoi ils doivent mobiliser une pluralité d'acteurs : les fonds structurels européens, l'ensemble de tous les niveaux de l'État, les collectivités, ainsi que les industriels ayant fabriqué des produits et des matériaux contenant de l'amiante. Il est temps, chers collègues, de prendre conscience de nos intérêts communs à agir, chacun à son échelle. Merci, mes chers collègues.